pouvoir organiser les élections. Mais les acteurs politiques ne s'entendent pas. Ils se disent, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui peut être fait par le gouvernement, les ministères de l'Intérieur. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, choisissons une institution qui, visiblement, elle serait indépendante de différentes parties. Et cette institution devra sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Et cette institution devra fonctionner de manière consensuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il faut qu'il y ait la confiance des acteurs, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, que ce soit de la société civile, qui pensent que les décisions qui doivent émaner de cette institution doivent être des décisions qui tiennent compte des différentes aspirations. C'est justement la question là, M. Norbert. Alors, le problème se pose à quel niveau? Le problème se pose au niveau où, et c'est étonnant lorsque on regarde ce que fait la CNI, et on regarde les différentes prises de position, mais la majorité, on dirait, n'a aucun élément d'appréciation par rapport au travail de la CNI. Tout ce que la CNI fait, c'est bien pour la majorité. Or, la CNI, c'est une institution nationale. C'est une institution publique. La performance de la CNI doit être le résultat des différentes critiques, des avis et considérations des différents compartiments de la société. Et je vous ai dit que la gouvernance, le président de la République, il est chef de l'État. Il est capable de prendre n'importe quelle décision. Mais pourquoi il ne peut pas prendre le risque? Simplement parce qu'il y a des gens qui le regardent. Mais la Constitution lui autorise de prendre des décisions. Mais le président de la République doit être à l'écoute de la population. Il doit être à l'écoute de la société civile, des partis politiques, de la communauté internationale, pour prendre de bonnes décisions qui répondent aux préoccupations de notre peuple. Vous n'allez pas dire que si le président écoute la société civile, c'est qu'il n'est pas indépendant dans la prise de position. Pourquoi s'acharner contre un partenaire partenaire étranger, bien sûr, qui ne vous prodigue quel conseil, qui voudrait que les élections soient correctement organisées, qui ne voudrait pas que l'article 220 soit touché. Ici, je cite alors l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique, Russ Feingold, lors de son point de presse organisé le jeudi, ici à Kinshasa. Il a estimé que la CENI devra organiser, en tout cas, les élections ou l'élection présidentielle en 2016. Il ne faudrait pas qu'on touche l'article 220. Il ne faudrait pas. En quoi cela est mal pour qu'on s'acharne contre? Oui, mais écoutez, chaque fois, quand la communauté internationale essaie d'aller dans le sens du gouvernement, vous avez toujours entendu des points de presse qui, visiblement, félicitent la communauté internationale. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de questions de pouvoir respecter les engagements qui ont été pris par les différentes parties, des engagements qui ont dégonflé les tensions, parce que n'oubliez pas que nous venons d'un long processus. Il y a eu des guerres récurrentes dans ce pays. Et les gens se sont mis d'accord autour d'un certain nombre d'engagements qui visiblement ont été coulés en termes de dispositions. Et ces dispositions sont devenues très sensibles et très sacrées, très stratégiques. On ne peut pas s'autoriser de faire n'importe comment, n'importe quand autour de ces dispositions. Même si on s'est fait appeler souverainiste ou patriote, je ne sais pas à quel niveau. Encore que le patriotisme doit se prouver au travers des actes que l'on pose, si ça correspond aux aspirations ou pas. Il me semble qu'il y a des questions discutables par rapport à cette vision. Alors maintenant, les partenaires extérieurs, ils contribuent. Et alors, nous, population, nous sommes des contribuables. Et nous voulons que les élections de 2016 ne soient pas des élections de 2011 et de 2006 qui, visiblement, sont dans le lot des élections de la honte. Alors maintenant, s'il y a des partenaires qui parlent de ces questions-là, moi je pense, avant qu'ils ne parlent, ce sont les Congolais. Vous avez vu, à un moment donné, il y a des prises de position dans le pays par l'extérieur. Vous croyez que ce sont eux-mêmes qui prennent ces initiatives? Non, les Congolais sont disséminés à travers le monde. J'ai vu des Congolais à Paris, en Belgique, aux États-Unis, dans beaucoup de pays, en train de se mobiliser pour demander à la communauté internationale qu'on tienne mordicus, par exemple, aux dispositions verrouillées. Ce sont des Congolais à l'interne comme à l'externe. Nous disons, et plusieurs fois on vous a dit que nous ne voulons pas qu'on touche 220. Et il y a un groupe de politiques qui pense qu'il faut toucher 220 pour continuer à discréditer l'élite politique de notre pays. Même à l'intérieur de la majorité, il y en a ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils sont majoritaires même dans l'intérieur de la majorité. Et donc, sincèrement, si les gens veulent poser des actes, j'allais dire des actes incontrôlés, qui vont discréditer notre peuple, parce qu'ils s'en foutent de l'avenir de la République, parce qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits, ils ont amassé des moyens, ils ont suffisamment d'argent, ils peuvent vivre pendant des années sans problème. Et ces enfants qui naissent aujourd'hui, les enfants qui sont nés hier, alors maintenant, ils vont survivre comment? Analysons alors le message de la communauté internationale. Nous avions vu ici le secrétaire d'État américain, il a tenu son point de presse, on a écouté son message, il a été clair,
quant au respect de la Constitution, et les autorités de la République ont répondu au trémor pour chercher à dénaturer le message. Nous avions suivi Marie Robinson. Quant au respect maintenant des engagements, n'est-ce pas, pris par le peuple à son époque, par la Constitution, à travers la Constitution, on a suivi les envoyés spéciaux, on a suivi l'envoyé spécial des États-Unis, Russ Filgold. C'est pratiquement le même message, M. Norbert Yamba. Alors, maintenant, on répond de manière que nous sommes en train de déplorer ici. Est-ce que c'est plus prudent? Est-ce que c'est conséquent? Ce n'est pas trop dangereux comme ça? Non, écoutez, on peut bien s'exprimer, ça c'est évident, mais lorsqu'on est politique, lorsqu'on est un officiel, je pense qu'on n'est pas un activiste. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est très important. Il faut savoir aussi lire les signes de temps. Et moi, je pense, dans le cadre d'un partenariat, pour deux partenaires qui se connaissent, qui se renforcent mutuellement, c'est imprudent, j'allais dire irresponsable, de tenir des propos parfois malveillants, incontrôlés, qui sont susceptibles non seulement de créer un discrédit, mais d'évaluer la valeur de l'élite politique. Parce qu'à ce 21e siècle, je crois que l'élite devrait s'élever et savoir gérer ses émotions. Et lorsqu'on tient des propos, quand quelqu'un dit j'ai 30 millions, je vous aide, 30 millions de dollars, et vous dites non, malgré les 30 millions, vous ne pouvez rien dire, s'il vous plaît. Mais de temps en temps, on est en train de recourir, etc., à ces gens-là. C'est l'illogisme, là. Les souverainistes, panafricanistes qui n'ont rien de vision. Je m'excuse beaucoup. Parce que lorsque vous voulez déclarer votre souveraineté, il faut des innovations, il faut des transformations. Et pas dans les briques, mais véritablement dans les valeurs ajoutées. Il me semble qu'il n'y a pas de valeurs ajoutées aujourd'hui, en termes de comportement. Les gens se comportent comme les Mobutus se sont comportés. Les gens vivent comme les Mobutus se sont comportés. Donc, on est depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la situation est restée la même. Et ces gens-là, nos partenaires, savent